Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. En fait, il y a eu effectivement des femmes aux premières heures de l'informatique, mais le passage à la postérité a aussi été plus compliqué. Bonjour Marion Carré. Bonjour. Cofondatrice de la société Askmona et autrice du livre Qui a voulu effacer Alice Recoq aux éditions Fayard. Alice Recoq, c'est une grande informaticienne qui a eu une place visiblement très importante dans l'histoire, mais en réalité, personne ne le savait, si ce n'est jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette Alice Recoq ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? Alice Recoq est effectivement une femme qui a eu un parcours passionnant puisque elle commence dans l'informatique à l'heure où le mot ordinateur n'existe pas encore. Donc, dès les années 50, elle commence à construire des ordinateurs. Elle travaille notamment sur le premier ordinateur opérationnel français. Et ensuite, donc petit à petit, elle développe une expertise sur la mémoire des ordinateurs, qui est un aspect très intéressant parce que c'est ce qui permet en fait la miniaturisation progressive des ordinateurs jusqu'à arriver à des choses qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre poche. Alors qu'à son époque, il faut imaginer des immenses machines qui prenaient des pièces entières. L'ENIAC, le Marc. C'est ça, ça c'était sur les tout premiers. Donc on était sur des choses très volumineuses qui nécessitaient même une réfrigération. Enfin, c'était vraiment des proportions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Un des ordinateurs sur lesquels elle travaillait, qu'on considérait comme étant un mini-ordinateur, pesait 600 kilos. Donc on n'était vraiment pas du tout sur le même... Le disque dur faisait la taille d'un piano et il devait être l'équivalent d'un millième de ce qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones. En termes de puissance, effectivement, c'est ça qui est assez fascinant. Donc elle débute là-dessus. Elle s'illustre avec un ordinateur qui est le Mitra 15 et qui est passionnant parce qu'on voit comment est-ce que ces technologies accompagnent les transformations de la société de l'époque. Donc cette fois-ci, on est dans les années 70, avec plein d'industries progressivement qui s'automatisent, et son ordinateur est aussi utilisé pour des grandes conquêtes scientifiques comme par exemple le lancement de la fusée Ariane 1. Et ensuite, dans les années 80, sa carrière avance et elle décide de partir à la conquête d'un nouveau challenge qui est celui de l'intelligence artificielle, qui connaît un regain d'intérêt à cette période-là. Donc elle se mobilise là-dessus. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'elle est à la fois présente aux premières heures de l'informatique, mais surtout qu'elle est tout à fait visionnaire. C'est-à-dire que elle anticipe l'avènement de l'ordinateur personnel tel qu'on connaît aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle, on pourra rentrer dans le détail, mais elle se projette vraiment sur le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui au XXIe siècle, en étant une personnalité enracinée dans le XXe siècle. Mais alors, pourquoi est-ce que, personne ne connaît Alice Lecoq ? Alors ça, c'est effectivement ce qui a... En fait, quand j'ai découvert Alice Recoq, je suis tombée sur une page Wikipédia qui a failli être supprimée. Et j'étais très frappée de voir son parcours très impressionnant que je viens juste de résumer très brièvement, et le fait que on avait cherché à supprimer sa page Wikipédia, et le fait qu'en fait très peu de gens la connaissent aujourd'hui. Donc en fait, dans cette histoire qui est vraiment racontée comme une enquête, la vie d'Alice Recoq me permet aussi de questionner cette invisibilisation des femmes scientifiques et les causes qui font le manque de femmes dans la tech aujourd'hui à chaque étape du parcours, et ça montre vraiment un enjeu en fait systémique, et on pourra aussi rentrer dans le détail ensuite. Donc ce livre et le parcours d'Alice Recoq me permet de raconter aussi une histoire plus universelle sur cette problématique-là.
Oui, de cette un peu invisibilisation des femmes, alors que les femmes étaient extrêmement importantes dans les premières années de l'informatique. Et il y a des noms qui commencent malgré tout à émerger, à devenir célèbres. Alors, on a Ada Lovelace, qui était qu'on présente comme la mère des algorithmes, quasiment, qui était la fille unique du poète Lord Byron. Qui voulait pas d'ailleurs du tout que sa fille, je crois, fasse de l'informatique. Mais heureusement, elle a été soutenue par sa mère. C'est ça. C'est ça. Et puis il y a d'autres noms. Il y a comment elle s'appelait la militaire Grace Hopper, à laquelle on attache aussi la naissance du mot bug. Mais elle a fait plein d'autres choses super intéressantes. Il y a Eddie Lamar également. Bref, actrice hollywoodienne qui est aussi à l'origine du Wi-Fi. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, moi je les connaissais, mais je me suis demandé au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a aussi eu des Françaises parmi ces pionnières de l'informatique? Voilà, parce que les noms que je viens de citer, effectivement, sont surtout des Américaines. C'est ça, effectivement, des femmes qui ont vraiment une carrière plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est vrai que moi, je me posais cette question des pionnières françaises en me disant, soit il y en a jamais eu, soit on les a complètement oubliées, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, c'était important de réhabiliter une pionnière française parce que il y a cet enjeu des modèles et des rôles modèles, et on citait ces femmes, mais qui sont assez distantes déjà géographiquement. Ensuite, par des fois des éléments liés à leur biographie, Ada Lovelace qui était une comtesse, Eddie Lamar qui était une actrice, et donc qui rend plus difficile aussi l'identification. Et du coup, en mettant en avant cette figure d'Alice Recoq, je voulais aussi que ce soit une figure à laquelle des jeunes femmes, jeunes filles, des femmes ou toute personne puisse plus facilement s'identifier à travers son parcours qui est brillant, mais qui est aussi une figure plus accessible. Donc c'est pour ça que ça me semblait important. Vous racontez dans votre livre que notamment les contributeurs de Wikipédia se sont posés des questions sur ses diplômes. Oui, mais est-ce que vraiment là les diplômes qu'on lui attribue, etc. C'est une mise en cause qui est étonnante. Alors effectivement, pendant tout ce débat en fait sur l'admissibilité de sa place qui est élue a posteriori, il y avait un certain nombre d'arguments. Il y avait plusieurs sujets. Il y avait déjà le sujet des sources, en disant mais en fait on a trop peu de sources sur elle. En même temps ça peut s'expliquer parce qu'on n'a pas assez d'informations sur elle. Exactement. Et ça, ce qui est intéressant et ce que je démontre et je cherche à expliquer dans le livre, c'est que ça montre en fait cet effet systémique qui fait que arrivé au stade de la postérité, on a trop peu de sources sur ces femmes scientifiques, mais parce que donc elles sont peu présentes, elles sont peu relayées dans les médias, c'est 1 à 2% du temps d'audience, donc il y a très peu de femmes qui sont invitées en qualité de scientifiques dans les médias. Vous voulez dire encore aujourd'hui ? Effectivement, ça c'est des statistiques très actuelles. Et du coup, on a donc moins de sources secondaires sur elles, ce qui veut dire qu'au stade de la postérité et notamment de biographie Wikipédia, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça explique notamment qu'en 2022, il y a seulement 19% de biographies de femmes sur Wikipédia, toutes catégories confondues, pas seulement les scientifiques. Donc il y a cette problématique des sources. Et après, dans les commentaires sur l'admissibilité, il y a aussi selon moi un sujet de double standard, c'est-à-dire que on va pointer là concernant des choses dont les contributeurs eux-mêmes et les personnes qui commentent et qui réagissent mettent en lumière le fait que pour des hommes, en fait, ces sujets sont pas forcément soulevés. On va pas demander à vérifier est-ce qu'ils ont vraiment eu ce diplôme. Et il y avait aussi des arguments qui étaient assez ahurissants en disant mais en fait, elle a fait que son travail. Donc, pourquoi elle aurait une page Wikipédia ? Elle était payée pour faire ce qu'elle a fait. Ok, mais dans ces cas-là, on supprime, et on supprime un bon nombre de biographies Wikipédia si ça, c'est un argument qui justifie la suppression. Mais alors bon, il y a un double phénomène, c'est la place des femmes dans la tech encore aujourd'hui, mais à l'époque, pourquoi est-ce que les femmes étaient aussi présentes dans l'informatique au début, dans les années 40, 50 En fait, ça s'explique comment ? Moi, je trouve cet exemple et le parcours et la période que traverse Alice Recoq très intéressante pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui, parce que les deux résonnent vraiment. Et on a donc cette époque du début de l'informatique, et même juste avant, on avait des femmes calculatrices. Les computers, c'était des femmes avant d'être des machines. Oui, j'ai vu, même on les surnommait les kilogirls. C'est ça, pour évaluer la puissance des machines. Comme on parle en chevaux pour les voitures, on parlait en kilogirls. Kilogirls, un kilogirl, c'est 1000 heures de calcul. C'est ça. C'est assez révélateur de cette forte présence de femmes au tout début, donc avant les débuts de l'informatique, ensuite aux premières heures de l'informatique. Mais parce que elles étaient attirées par ça, professionnellement, intellectuellement, ou c'était le contexte de la guerre où il y avait pas d'hommes. C'est même plus intéressant que ça, c'est que en fait les femmes étaient payées moitié moins que les hommes. Donc il y avait des employeurs qui avaient compris
QFD. Que c'était voilà une manne très intéressante de cerveau moins cher. D'accord. Et ensuite, certaines travaillaient de chez elles. Donc, on percevait ça comme un emploi plutôt adapté pour des femmes au foyer, on va dire, qui pouvaient quand même être chez elles, mais en même temps mener ces travaux-là. Donc, il y avait ce contexte qui expliquait cette forte présence de femmes. Et en fait, elle commence à fortement diminuer en termes de proportion au moment où on fait de l'informatique un secteur plus noble. Donc, on commence à parler de génie logiciel, la science de l'informatique, qui fait du coup appel à des ingénieurs. Donc là, on redore complètement le blason de cette discipline parce qu'on avait besoin de la professionnaliser. Et donc, c'est à ce moment-là que la proportion de femmes décline et on voit une forte arrivée des hommes. Des hommes. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que souvent, on se dit « Ah, mais en fait, le problème des femmes dans la tech, ça va se résoudre avec le temps. » Et on pense que c'est forcément le temps qui va améliorer la situation, alors qu'on voit, en prenant plus de recul, que en fait, le temps n'a pas forcément joué en la faveur de ce phénomène. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc après, oui, effectivement, les femmes, alors il y avait peut-être des kilo girls qui faisaient ça comme ça pour arrondir leur fin de mois, et puis il y en a qui sont sortis du lot, qui ont fait des grandes choses, hein, les grands noms qu'on citait tout à l'heure. Mais c'est un peu toujours la même histoire. On a mis des hommes devant et elles ont un peu disparu du paysage, quoi. C'est ça, il y a aussi ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a cette histoire des ENIAC 6, qui étaient les femmes qui travaillaient sur l'ENIAC. Et donc, il y a une des histoires, je vais pas trop spoiler le livre non plus, mais d'une informaticienne américaine qui, en fait, les avait redécouverts a posteriori parce qu'elle était tombée sur une photo de ces femmes qui posaient devant l'ordinateur. Et donc, elle avait commencé à demander autour d'elle, et notamment à des historiens, mais qui sont ces femmes, en fait? Est-ce que c'est ces femmes qui ont développé cet ordinateur? On disait, ah, mais non, c'est juste des mannequins qu'on a mis devant pour poser devant la machine. Et en fait, elle avait fini par redécouvrir ces femmes qui, du coup, elles aussi ont mis un temps à passer à la postérité, même si on les connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène assez général où, en fait, il y a eu effectivement des femmes aux premières heures de l'informatique, mais le passage à la postérité a aussi été plus compliqué. D'accord. Et alors, ensuite, dans votre livre, vous faites un peu cette enquête, et notamment autour de Wikipédia. Pourquoi est-ce qu'on a essayé un peu de la faire disparaître ? Alice Recoq ? Oui. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de... Pareil, c'est aussi un peu le plot du livre, ce qui a voulu effacer Alice Recoq. Ouais, bah oui, c'est le titre. Il faut le lire pour se faire une idée plus approfondie, mais ce que je cherche à montrer, c'est vraiment la dimension en fait systémique du phénomène, où en fait, à toute étape de la vie, et ça commence dès l'enfance et la jeunesse, et encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette dimension d'écho entre passé et présent. En fait, on a tout un problème de stéréotypes autour des femmes dans la tech. C'est vraiment quelque chose de culturel. Il y a des exemples assez fous, mais par exemple sur cette Barbie ingénieure, mais qui savait pas coder et qui devait se tourner vers ses collègues masculins. Donc, en fait, très tôt, dans les années 90, il y avait aussi une Barbie qui disait qu'elle aimait pas les maths. Enfin, bref. Donc, c'est une problématique assez profonde qui commence très tôt et qui ensuite fait que, les jeunes filles se détournent plus de ces disciplines parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas à leur place. Donc, elles se détournent des maths. Elles vont pas là-dedans. Ensuite, pour quand même la petite proportion qui arrive à faire ce métier, il y en a beaucoup qui décrochent. À peu près 50% des femmes qui quittent leur emploi avant l'âge de 35 ans dans le numérique. D'accord. Donc, on voit qu'il y en a peu qui grimpent, qui persistent et qui ensuite grimpent les échelons. Et après, il y a ces problématiques sur la postérité. Il y a encore... Vous expliquez ça comment ? Il y a en fait un marché de l'emploi qui est pas forcément adapté pour elles. Il y a eu dernièrement pas mal de cas, mais notamment de sexisme avéré au sein des équipes où elles sont une minorité. C'est ça exactement. Notamment. Il y a une culture qui est inadaptée, donc il y en a pas mal qui jettent l'éponge au bout d'un moment. Mais c'est vrai que, alors aujourd'hui, notamment au niveau de la formation, les écoles d'ingénieurs essayent d'attirer de plus en plus de femmes. C'est difficile, hein. Les écoles d'ingé, c'est 10% de filles à tout casser. Alors moi, je vais vous raconter ma vie. Ma fille fait des études d'informatique et elles sont allées avec d'autres jeunes femmes minoritaires. Effectivement, c'est un univers essentiellement masculin. Mais est-ce que, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule, finalement. Est-ce que c'est parce que elles ne se reconnaissent pas ou bien parce que on les empêche d'accéder à ça ? En fait, cette histoire d'œuf ou la poule, ça décrit bien le cercle vicieux que je décris aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, moins il y a de femmes dans l'informatique, moins il y en aura.
puisque effectivement elles sont minoritaires, du coup il y en a et puis elles n'ont pas envie d'aller dans une école d'ingénieurs où il n'y a que des mecs, quoi. C'est ça, ça auto-alimente le phénomène. Donc je pense qu'au cercle vicieux, on peut opposer un cercle vertueux en se disant on met en avant des parcours, on met en avant les femmes qui y sont, on favorise l'identification pour qu'un plus grand nombre se dise en fait j'ai tout à fait ma place, je peux y aller, j'ai les compétences. Donc il y a en fait beaucoup de niveaux sur lesquels travailler pour qu'on ait plus massivement des filles et des femmes qui s'engagent dans cette voie-là. Et en fait on peut se dire mais au fond quel est le sujet? Il y a toujours eu plus d'hommes dans ces domaines et quel est l'impact de tout ça? Et en fait le sujet c'est qu'on est aujourd'hui notamment sur l'intelligence artificielle, sur une technologie qui est immiscée au global dans notre société. Il y en a à peu près dans tous les secteurs, c'est un impact énorme. Et en fait, on peut pas se permettre d'avoir quelque chose d'aussi important à l'échelle de notre monde connecté qui soit conçu à 80% par des hommes. C'est vraiment important qu'on ait aussi des femmes et des personnes d'horizons diversifiés pour s'assurer que ces technologies elles répondent aux besoins de tout le monde et pas juste des personnes qui en sont à l'origine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des études, même montrant qu'il fallait aussi que les parents se montrent plus encourageants, parce que, c'est après tout, les parents, même de bonne volonté, ils ont tendance à se dire, bon, de toute façon, toi, t'es un garçon, tu vas faire des sciences, et toi, t'es une femme, tu vas faire des études littéraires ou commerciales, etc. Donc, certains vous répondront que il y a quand même des constantes. C'est vrai que les femmes vont souvent être plus attirées par les fonctions de commerce, de communication, de marketing, etc. Et les mecs, les geeks sont plutôt des garçons que des femmes, très souvent. Mais ça encore, c'est un phénomène culturel et ce qui montre bien, c'est qu'il n'y a pas de permanence dans le temps, on vient de le voir, et dans l'espace, puisqu'il y a d'autres pays où il y a plus de femmes dans ces secteurs que d'hommes. D'accord. Donc ça montre bien qu'en fait, c'est pas une fatalité. Donc il y a des femmes geeks, ça existe aussi. Oui, et surtout il y a des pays, il me semble que c'est la Malaisie, où il y a plus de femmes. En tout cas, on est à parité sur les femmes dans les STEM, qui est ce secteur sciences, techniques, ingénieurs et mathématiques. Donc c'est pas une fatalité. Ouais. Alors vous avez co-créé, vous avez cofondé donc votre entreprise, Askmona. Vous êtes au cœur de cette problématique. Comment vous le vivez? Vous avez l'impression que les choses changent ou qu'il y a toujours un plafond de verre pour beaucoup de femmes? Effectivement, moi j'observais que dans mon écosystème, il y avait assez peu de femmes. Et donc j'étais vraiment au stade de l'observation empirique. Et ce livre, il m'a permis de prendre de la distance sur ce phénomène pour voir à une échelle plus large au niveau sociétal, mais aussi temporel, en creusant ce sujet sur le temps long. Donc ça reste une vraie problématique aujourd'hui qui bouge petit à petit, mais trop lentement. Donc mon sujet, c'était aussi de mettre la focale là-dessus en disant que faut pas s'attendre à ce que le temps fasse son œuvre. Il faut vraiment œuvrer activement à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur. Vous parliez des médias tout à l'heure, et c'est vrai, ce sont plutôt des hommes qui sont invités dans les médias. Mais alors, moi, je vais vous rétorquer j'ai monté beaucoup d'émissions, mais vous savez qu'on a beaucoup de mal à avoir des femmes, et que même quand on a une vraie volonté de parité, ou en tout cas de représentativité, c'est très difficile. Comment se fait-il que, je sais pas, même on s'adresse à une boîte parce qu'elle est dirigée par une femme, en espérant avoir la directrice, et hop, on vous envoie un mec à la place. Pourquoi? C'est pas étonnant, et moi j'ai cette expérience aussi en tant qu'employeur, parce que chez Askmona on recrute, et c'est vrai qu'on a les plus grandes difficultés à avoir des profils féminins dans les équipes techniques, parce que c'est très compliqué. Elles sont moins nombreuses, c'est compliqué de les recruter, et j'avais déjà eu effectivement plusieurs fois ces échos. Donc je pense que là on touche effectivement du doigt cette espèce de problématique, on va dire, culturelle, systémique sur ces enjeux-là, où il y a des femmes qui vont effectivement être plus à l'aise d'envoyer leur cofondateur homme que d'y aller elle pour toutes ces questions de légitimité en se disant j'ai pas ma place, je connais pas assez. C'est le syndrome de l'imposteur qui serait plus fort chez les femmes que chez beaucoup d'hommes, quoi. En tout cas, ce syndrome de l'imposteur, il a été bien mis en avant sur le phénomène d'autocensure, mais je trouve ça intéressant de se dire que c'est pas parce qu'il y a syndrome de l'imposteur et autocensure qu'il faut se dire que du coup c'est la faute des femmes. Il faut vraiment essayer de creuser sur, on va dire, les racines de cette problématique qui sont un phénomène, et je trouve ça intéressant d'explorer le temps de l'individu à l'échelle d'une vie en se disant qu'en fait, à l'école, du coup, peut-être qu'elles ont moins été habituées à prendre la parole. Enfin, qu'il y a vraiment toute une socialisation, à la fois primaire, on parlait de la famille, mais aussi secondaire, l'école et ce qui se passe ensuite, qui explique cet état de fait que vous décrivez. Les choses changent malgré tout, selon vous, ou pas?
Oui, les choses changent et je pense qu'il faut, il faut pas assez rester vite, pas assez optimiste. bien. Mais voilà, mon point, c'est de dire qu'il faut aller plus vite, et que, là, à l'échelle du livre, en 70 ans, les choses s'améliorent petit à petit, notamment sur cette question de, nombre de femmes dans les écoles ingénieurs, mais trop lentement. Donc il Ouais. il faut vraiment accélérer parce qu'on peut pas attendre, 2080, pour avoir la parité, de femmes dans la tech, surtout quand on a des technologies qui évoluent aussi vite et qui prennent une si grande place dans notre société. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune fille qui sait pas trop dans quelle direction orienter ses études? Bah, je dirais qu'il faut, garder une forme de curiosité, et ne pas hésiter à expérimenter, en fait, pour se dire il y a souvent l'image qu'on a d'eux, versus l'image qu'on a de soi. On peut se dire: «Du coup, je suis pas à ma place», mais en fait, je pense qu'il faut y aller, il faut se frotter au terrain, se dire: «Si j'ai envie de ça, il y a pas de raison que le fait de me dire que je suis pas à ma place m'en détourne». Donc je pense que c'est vraiment un enjeu de pas se fermer de porte, d'oser, d'expérimenter pour trouver sa juste place. Merci beaucoup, Marion Carré, autrice de ce livre Qui a voulu effacer Alice Recoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'IA. C'est super, un voyage dans l'histoire de l'informatique sous un angle très particulier et qui entre, on vient d'en parler, complètement en résonance avec la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci.